Être un marketeur B2B, c'est être constamment balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge, sans compter les relations avec les sales et le CEO. Mais tu n'as pas à être seul. Entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, ex-responsable marketing et solopreneur, créateur du Café du Market, la communauté francophone réservée aux marketeurs B2B. Avec ce podcast, j'ai créé le contenu que j'aurais aimé écouter pour progresser encore plus vite quand j'ai pris mes premières responsabilités. On y débriefe les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou rejoindre directement la communauté pour échanger avec des pairs et donner un coup d'accélérateur à ta carrière. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et si tu entends des discussions intéressantes, sers-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, c'est Pledzi. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec de nouveaux contenus. Là où Pledzi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'un des sujets qui est sans doute l'un des aspects les plus compliqués du rôle de CMO, en tout cas au moins à mes yeux, c'est la gestion des personnes, d'autant qu'en plus il y a plusieurs facettes à ce rôle, selon qu'on est manager d'opérationnel ou manager de manager, en fonction des différents stades de croissance de l'entreprise et de l'équipe. Et pour parler de ce sujet-là, je suis avec Selma Chauvin, qui est CMO chez SkillUp. Bonjour Selma. Bonjour. Je suis ravi de t'avoir sur le podcast parce que déjà tu as une expérience qui est très riche et puis tu vas pouvoir nous la présenter. Et puis du coup, c'est un vrai sujet. Je pense même qu'on soit expérimenté ou qu'on débute et qu'on arrive la première fois sur ce type de responsabilité-là, la gestion des personnes, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Donc je suis ravi de t'avoir au micro. Merci, je suis ravie d'être là aussi. Du coup, est-ce que tu peux peut-être juste en introduction te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, donc Selma Chauvin, ça fait maintenant 17 ans que je fais du marketing, principalement en B2B, principalement en SaaS. J'ai la chance, ou je ne sais pas comment dire ça, d'avoir été dans beaucoup d'entreprises qui ont connu des croissances fulgurantes, des rachats, des acquisitions, des passages en bourse. Donc en gros, tout le process de comment tu recrutes vite, comment tu stabilises ton recrutement, comment tu récupères des collaborateurs que tu n'as pas demandé, comment tu passes d'un rôle d'opérationnel qui n'a que soi à gérer des équipes de 70 personnes et plus. Je vais pouvoir te raconter tout ça. Ouais, je suis sûr que ça va être super intéressant. En tout cas, moi, j'avais hâte d'enregistrer cet épisode. Du coup, aujourd'hui, on le disait, on va parler de la gestion des équipes. Quand on accède la première fois aux responsabilités de Head of, de CMO, c'est vraiment une des problématiques qu'on va devoir gérer et c'est peut-être un des trucs qui fait le plus peur ou en tout cas qui est le plus intimidant. Comment est-ce qu'on s'y prend pour gérer cette transition d'opérationnel à manager? Alors, j'ai envie de dire, c'est un peu le plus difficile à faire. Tout simplement parce que tu passes de, encore une fois, n'avoir que toi à gérer et être responsable de ton travail, Hmm. à être responsable d'un travail fait par des personnes qui ne sera donc par définition pas exactement ce que toi t'avais en tête. Donc la première chose à accepter, c'est la perte de contrôle. Et encore une fois, si jamais tu t'éclates à être opérationnel, à faire dès le début, c'est que tu aimes avoir un petit peu ce contrôle quand même. Ouais. Euh, donc réussir à choisir les bonnes personnes qui vont travailler d'une façon qui te convient, tout en acceptant que ce ne soit pas exactement la même, je pense que c'est la difficulté première. Et quand je parle à des nouveaux CMO dans mon entourage, à chaque fois c'est ça, c'est il a pas fait comme je voulais, mais j'ai dû le défendre en comex, et pourtant j'avais pas du tout envie de le défendre parce qu'il a vraiment déconné, qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est clair. J'allais dire, c'est vrai que c'est peut-être le premier truc où effectivement, du coup, sans pas être perte de qualité, mais en tout cas, les choses, elles sont faites un petit peu différemment de ta façon à toi, et déjà, faut accepter qu'effectivement, c'est en plus aussi une question pour toi de gagner du temps, parce que c'est pour ça que tu recrutes aussi quelqu'un, c'est que du coup, va falloir accepter que bon, c'est pas pour repasser derrière pour faire exactement comme t'aurais fait, sinon ça sert à rien de déléguer, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est la première grosse connerie, c'est qu'en général, tu bosses sur des sujets et tu dis, si j'embauche un gars, je vais avoir moins de travail. Sauf qu'en fait, ça marche pas vraiment comme ça. Et souvent, c'est l'erreur. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est tu prends quelqu'un qui va travailler avec toi, tu te retrouves à deux dans toutes les réunions et à devoir repasser derrière. C'est pas le but. En fait, je dirais que tu n'es pas prêt à devenir manager tant que tu n'es pas prêt à comprendre, enfin, à découper ton travail en gros sujets et à accepter d'en lâcher complètement et accepter aussi qu'il y a des sujets que tu ne feras pas.
Et ça, c'est aussi beaucoup d'écueils du premier marketeur embauché, c'est qu'il va essayer de tout faire. Il va gérer le site web, te lancer des campagnes de lead gen, créer du contenu, gérer les réseaux sociaux, parler avec les partenaires. Et au final, il fait des journées de 32 heures et il n'y a rien qui avance. Vraiment, du coup, il est satisfait de rien. Euh, du coup, la base, c'est vraiment de se dire quels sont les 2, 3 sujets vraiment très importants, quels sont ceux que je préfère, parce que ça joue aussi, et quels Ouais. sont ceux qui sont les plus stratégiques. Et en général, toi, tu te gardes ce qui est très important et ce que tu aimes faire, parce que tu vas le faire bien. Ce qui est important, mais que tu aimes moins faire, c'est là qu'il faut que tu embauches quelqu'un. Et cette personne, ce ne sera pas un deuxième toi qui va tout faire. Cette personne, elle va avoir un périmètre très clair et défini. Et idéalement, il ne faut pas que tu t'en mêles, ou le moins possible. Et c'est ça qui est compliqué. Ok. Ouais, c'est vrai que d'ailleurs, j'allais dire par rapport à ça, il y a alors du coup bon, il y a effectivement à quel moment tu vas pouvoir recruter pour gérer cette partie-là. Donc toi, tu conseilles effectivement de prendre quelqu'un qui va faire quelque chose que pas que t'aimes pas, mais en tout cas qui est important, mais sur lequel toi t'es moins bon peut-être, ou sur lequel t'as le moins de préférence. Et j'allais dire donc à quel moment tu identifies peut-être qu'il faut recruter, et puis souvent les premiers recrutements qu'on nous propose entre guillemets, ou en tout cas qu'on a la possibilité de faire aussi, c'est des stagiaires. C'est quoi du coup un peu ton point de vue sur ces questions-là? Alors, tout d'abord, quand recruter? Bah, c'est tout simple. Donc, normalement, s'il y a une bonne relation avec les équipes sales et autres, on a un objectif en termes de revenus qui est assez clair. J'ai envie de dire, dès que tu dépasses les 500 000 d'expectations en termes de pipe générés par le marketing, il faut que tu commences à embaucher. Ok. En général, je me dis une personne, 1 million de pipe. Ok. C'est plus ou moins vrai au début. Après, ce sera moins vrai parce qu'après, tu scales. Donc, après, ce sera une personne tous les 2 ou 5 millions de pipe. Pas de revenus signés, hein, de pipe. Ok. Mais voilà, mais en tout cas, c'est une bonne base pour le début de dire que tu fais tes premiers 500 000 de pipe tout seul. Donc, en gros, tu closes 100 000, 200 000 tout seul. Donc, tu te payes toi et puis un peu tes campagnes. Et ensuite, tu commences à embaucher. Les stagiaires, c'est pas cher. Je vois beaucoup de posts en ce moment sur LinkedIn qui disent oui, mais de toute façon, quand tu es une startup, t'as pas de thunes, t'embauches des stagiaires. Alors, j'ai envie de dire oui et non. Pour la partie oui, c'est que si jamais tu prends un mec qui est hyper smart, il va grandir avec ta boîte. Et l'avantage, c'est que tu vas pouvoir définir des futures pépites. Le mec qui est hyper brillant, qui a déjà fait ça depuis 5 ans, tu lui dis tu repars pour 2 ans de galère avant de commencer à avoir ton équipe et tout, c'est pas sûr qu'il signe. Hmm. La personne qui est en dernière année mais qui est vraiment brillante, bah, elle fait ses premières armes et elle avance bien. Le gros inconvénient de ça, c'est que ça te coûte pas cher, mais du coup, tu as du travail de merde. Et c'est normal parce que c'est des stagiaires. Et c'est des futures stars, c'est pas des stars existantes. Hmm. Donc au final, tu perds toi beaucoup de temps et ça devient vraiment une mauvaise idée. La seule façon d'embaucher des stagiaires, c'est quand tu as identifié des viviers de tâches de merde qui, une fois finis, vont pouvoir déboucher sur des vrais postes. Un exemple tout bête, nettoyage de la base de données. T'embauches un mec qui a un futur revenu ops ou marketing ops, il te fait ton cleaning de base de données, il te met tout en place, les process et autres, avec ta supervision, ça prend 6 mois, et ensuite il est prêt pour évoluer vers un vrai poste en CDI. Là oui. Ou idem, tu veux mettre en place ta stratégie événementielle, tu as prévu 15 salons sur l'année, bah, quelqu'un qui va gérer les commandes de goodies, le café, le planning des sales et tout, oui, pourquoi pas. Sorti de ces cas très particuliers, je trouve en général que c'est une mauvaise idée. Il vaut mieux passer soit sur du freelance si vraiment t'as pas beaucoup d'argent qui te permet vraiment d'avancer au rythme que tu veux, soit juste d'accepter de pas le faire. En général, on met en place beaucoup trop de moyens pour ce qui est prévu. Si tu dois générer 1 million de pipes, t'as pas besoin d'avoir tous tes canaux qui fonctionnent à 100%. T'en choisis 2, 3 qui marchent bien et ça, c'est gérable par une personne tout seul. Oui, pour 1 million de pipes, t'as pas besoin de faire de l'événementiel. Je suis désolée. Donc t'as pas besoin de toute la structure qui va avec. Ok, ouais, c'est super intéressant. C'est ce que tu dis, c'est qu'en fait, il faut pas non plus recruter pour recruter, prendre un stagiaire parce que, euh, en tout cas, si tu le prends, il faut qu'il soit opérationnel et qu'il puisse gérer ses tâches, parce que sinon, tu vas te retrouver peut-être, comme on le disait, à faire un petit peu au début, à toi encadrer un stagiaire, ça prend du temps, c'est normal, il est en formation, il est pas opérationnel tout de suite. Donc, au final, ça va peut-être devenir une charge supplémentaire là où tu étais censé te délester au final d'une partie du travail. Exactement. Et vraiment, mon conseil quand on commence à constituer son équipe, c'est d'être capable d'enlever des morceaux entiers de sa tête. Et je l'ai déjà dit et je réinsiste là-dessus, parce que si on reste engagé sur tous les sujets, on va finir par tout faire, parce qu'encore une fois, on est en train de prendre ses armes de manager. Hmm. Donc, on est en train de comprendre comment se désengager, à quel rythme on est capable de le faire selon sa personnalité, ses habitudes, l'affectif qu'on a avec la boîte, etc. Donc, si on reste sur des sujets un peu tangents où il faut qu'on y touche, mais pas vraiment, la personne qu'on embauche va avoir du mal à trouver sa place et nous, on va avoir du mal à évoluer vers un vrai rôle de management. Donc, en général, quand on constitue une équipe en SaaS, B2B, on recrute toujours un petit peu les mêmes profils. Tu vas trouver du design, tu vas trouver du growth, ou digital, ou une combinaison des deux. Tu Mhm. vas trouver de la création de contenu, et tu vas trouver la partie communauté, et ou événementiel, et ou ce que tu peux imaginer en field marketing, donc création de campagne, etc. Mhm.
Donc c'est assez simple et ah oui et puis le dernier bien sûr la partie product marketing, Ouais. go to market et tout. Donc c'est assez simple dans tout ça d'identifier 2 à 3 sujets qui vont vraiment être tes sujets phares et d'identifier parmi ces 2 ou 3 le sujet que toi tu ne toucheras quasiment pas et le donner à quelqu'un. OK, très cool et donc justement quand tu vas aller, constituer ton équipe, j'allais dire, c'est quoi un petit peu les profils? Comment est-ce que tu fonctionnes pour aller chercher les profils? De quel profil tu constitues ton équipe? Comment est-ce que tu gères la progression des membres ou les limites justement de certains que, ben, on en a parlé avec les stagiaires, mais ça peut aussi être le cas avec des employés? Qu'est-ce que tu leur confies comme mission versus ce que tu gardes pour toi? Bon ça tu l'as un petit peu dit déjà, mais voilà en gros c'est quel type de profil tu vas aller chercher? Comment est-ce que tu la constitues? C'est vrai qu'on a tu l'as dit, prendre quelqu'un qui va faire des choses que nous, on aime moins faire. Mais en même temps, c'est vrai que quand on veut recruter, ben, peut-être les premiers recrutements, on a tendance à aller chercher les gens qui nous ressemblent un peu parce qu'on veut que le travail soit fait comme on aime le faire. Donc voilà, c'est quoi un petit peu tes conseils là-dessus? Alors c'est la pire erreur que tu peux faire, c'est d'embaucher des gens qui te ressemblent. Pourquoi? Parce que les gens qui te ressemblent vont penser comme toi, avoir le même avis que toi, donc tu vas aller très vite, mais tu vas aussi aller très vite pour prendre des murs. Et ça, et j'ai eu la chance d'avoir, pour la première grosse équipe que j'ai gérée, donc grosse équipe, on va dire plus de 5-10 personnes, de ne pas avoir eu le choix et d'avoir une équipe qui était déjà constituée. Donc j'ai dû faire avec des gens très différents et j'ai pu voir la valeur que ça avait d'avoir des gens très différents. Pour faire très simple, je ne sais pas si tu es familier avec ce qu'on appelle le disque. Je veux bien que tu l'expliques, ouais. Mmh. Alors le disque, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de cercle chromatique avec du rouge, du vert, du jaune, du bleu, et chacune des couleurs correspond à un peu pas un type de personne, mais un type d'interaction avec pour travailler avec des personnes très différentes. Un exemple tout OK. bête, le D correspond à des personnes qui sont représentées par la couleur rouge. C'est des personnes qui vont être très directives, qui aiment bien aller très vite, qui n'ont pas peur de prendre des décisions dans du bordel. Le I, ça va plutôt être des personnes qui sont très solaires, qui aiment bien les liens sociaux, être sur scène, se mettre en avant et qui vont toujours être attirés par les sujets un peu shiny. Donc eux, ça va être vraiment l'innovation. OK. Tu vas avoir le S, qui pour les gens qui sont plutôt sociables, donc représentés par la couleur verte. Et eux, ce qui leur importe vraiment, c'est l'harmonie au sein de l'équipe et de s'assurer qu'on avance au même rythme tous ensemble. Donc eux, ça va plutôt être justement des projets à faire vivre sur le long terme, de la gestion de communauté, etc. Et les derniers, donc les C, représentés par la couleur bleue, eux, c'est des personnes qui vont être très analytiques, avec le défaut et l'avantage d'avoir besoin de beaucoup de data pour se décider. OK. Donc, comme tu peux voir, c'est vraiment des profils assez différents. On est tous un petit peu un mélange de ces couleurs, avec évidemment des couleurs prépondérantes. Typiquement, moi, je suis très rouge, j'aime bien foncer, prendre des décisions avec trois rien comme info. Et j'ai besoin d'avoir d'autres personnes qui me pondèrent, parce que sinon, je vais partir très vite dans une direction totalement débile. OK. Et la première équipe que j'ai eue était surreprésentée en vert et en I. Donc des personnes en fait qui étaient très dans l'harmonie, tout le monde doit avancer à la même vitesse, on pense à tout le monde, on aime bien être visible et faire des choses un peu sympas. Mais le côté performance, résultat, enfin KPI, ils étaient très très loin de tout ça. OK. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que moi, ça m'a forcé à justement ralentir, prendre le temps d'expliquer à tout le monde, parce que si quelqu'un n'allait pas bien dans l'équipe, bah, ça mettait tout le monde mal à l'aise. Donc, s'assurer que tout le monde avait bien compris, d'assurer d'avoir aussi des projets cool, pas que des projets efficaces, tout simplement parce qu'ils étaient plus à l'aise sur ce type de projet. Donc, de garder un mix. Tu vois, et le fait d'avoir des gens différents, bah, encore une fois, ça te force à avoir une politique qui va être bien équilibrée, et ça tombe bien parce qu'en fait, tu t'adresses à ta cible qui va être constituée de tous ces profils-là aussi OK. permet d'avoir une strat marketing bien faite dès le début. OK, donc mixer un petit peu les différents types de personnalités. J'allais dire ça, tu les repères du coup en entretien? Alors là, tu avais hérité d'une équipe, mais c'est des choses que tu vois en entretien du coup et que tu vas aller chercher pour, justement essayer d'équilibrer un petit peu les différents types de profils dans ton équipe? Exactement. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que là, donc j'ai une nouvelle équipe de 5 personnes. Chaque fois que j'arrive, que l'équipe se constitue, je fais passer ce test à tout le monde. Pourquoi? Parce que ça évite les bisbilles entre personnes. Un exemple typique. Un bleu, donc quelqu'un qui va être très analytique, et un jaune, un I, quelqu'un qui va être très show-off. Le bleu va avoir tendance à mépriser le jaune en mode non mais en fait c'est que de la gueule et il bosse pas. Et le jaune va avoir tendance à mépriser le bleu parce que le bleu va être très calme, très sur ses appuis et ne pas avancer avant d'avoir de la data. Donc s'ils comprennent pas que c'est à cause de ça qu'ils se jugent, tu peux vite avoir des problèmes. Ils se jugeront pareil après, mais au moins ils savent pourquoi et donc ils Ouais. le vivent beaucoup mieux. Donc voilà, donc avec la nouvelle équipe, je me suis rendu compte que de façon plus ou moins confiante, on avait un arc-en-ciel de couleurs, de gens qui réagissent de façon très différente, et ça se voyait dans nos meetings d'équipe qui justement conviennent un peu à tout le monde. Donc prennent le temps, sont avec à la fois de la donnée, à la fois avec des moments cool, et tout le monde y trouve son compte. OK. D'accord, ouais, comme tu dis, c'est vachement intéressant en tout cas comme approche et puis au final, bah, tu le dis là dès le début, au final, tu fais passer le test à tout le monde comme ça, au moins, ça permet de dire: «Bon, bah, c'est pour ça que c'est des fois c'est un peu tendu, vous le savez, donc on en tient compte et puis au moins on avance ensemble, quoi».
Oui. Parce qu'au final, c'est aussi ça. C'est vrai qu'on parle de gestion des personnes, mais tu as la gestion des relations entre personnes dans ton équipe aussi, et au final, c'est le pire. C'est clair. Mais Et même pour toi, enfin, typiquement, j'avais quelqu'un qui était très vert. Donc, rappelle, les verts, c'est l'harmonie, le groupe. Et lors de nos one-to-one, c'était frustrant pour elle et pour moi, parce que je trouvais qu'elle parlait pendant des heures pour rien dire. Et si jamais l'entretien se passait comme moi je voulais, on sortait au bout de 10 minutes, elle était frustrée, elle n'avait pas pu partager et s'exprimer. Donc, comme on le savait, on a pu être très clair en disant, bah, les 10 premières minutes du call, on traite ce qui est important pour moi, comme ça, moi, je ne suis pas frustrée. Et ensuite, tu as 50 minutes pour me parler de tout ce que tu veux et je t'écoute. C'était devenu une sorte de mème dans l'équipe, tu vois, en ouais, mode, bon, ils font leur meeting à deux vitesses. Mais au moins, on était toutes les deux contentes. On avait été hyper clairs là-dessus et on savait où on allait. Donc, c'est une bonne très relation. cool. Ouais, ça permet de lever des frustrations, en tout cas de se comprendre, parce qu'au final, c'est ça, c'est des sujets de communication, et puis de comprendre aussi, j'allais dire, c'est presque l'essence du marketing. J'aime bien dire que moi, le marketing, c'est aussi de l'empathie, tu vois, d'aller comprendre ce que veut ta cible. Là, c'est pareil, mais dans ton équipe, quoi. Oui, et ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu l'as compris, après, tu vas l'appliquer au marketing. Typiquement, bah, quand on a fait ce premier exo disque avec toute l'équipe, ensuite, je leur ai dit, faites une campagne marketing. J'ai pas lié les deux ateliers, hein, c'était vraiment juste faites une campagne marketing. Et naturellement, ils ont mis dedans des éléments pour tout le monde. Genre, ah bah attends, on va faire une checklist pour les gens qui sont très analytiques, comme ça, ils auront de la data. Puis on va faire un cas client avec du name dropping pour les gens qui sont plutôt jaunes, et puis on va faire ci. Et du coup, notre tunnel était très enrichi de justement plein de types de contenus pour plein de personnalités différentes. Ouais, très cool, vachement intéressant. Super intéressant. Et j'allais la deuxième partie de ma question, du coup, c'était ces gens-là, donc ces premiers profils que tu vas recruter quand tu vas constituer ton équipe aussi, comment est-ce que tu gères la progression des membres, quitte à, bah, s'ils sont très bons, tu sais que potentiellement tu vas les perdre assez rapidement parce qu'ils vont vouloir évoluer, ou alors, bah, des fois, tu rencontres aussi les limites de certains. Tu vois, j'ai enregistré un épisode là qui sera diffusé un petit peu avant le tien, aussi avec une nouvelle head of justement aussi qui avait dû mettre fin à une période d'essai, et c'était la première fois, tu vois, c'est quelque chose qui est un petit peu frustrant, mais c'est aussi des choses qu'on doit gérer au final. Les gens qui sont très bons, qu'on adore, mais qu'on pousse à partir parce que c'est le stade d'après de leur développement, et puis les gens avec qui on peut aussi très bien s'entendre, mais dont on sent les limites, et puis il faut quand même qu'ils soient épanouis dans leur rôle, quoi. Oui. Et j'ai envie de te dire encore plus, c'est il faut un peu de tout dans une équipe. Il faut pas que des stars qui auront envie d'évoluer vers le haut. Alors tout le monde va hurler, hein, mais il faut pas que des stars. Pourquoi? Parce que dans une équipe, il faut aussi de la stabilité. Une star va rester dans ton équipe 1 à 2 ans max. Et c'est normal, et c'est plutôt sain, et cette personne va tirer l'équipe vers le haut. C'est elle qui va faire prendre des risques, qui va faire des tests, etc. Donc l'idée, c'est de l'accompagner, de lui donner autant à manger que tu peux, puis le jour où il n'y a plus rien à bouffer, bah, d'accepter qu'elle parte. Voilà. Mmh. Inversement, tu vas avoir des gens qui, eux, vont être beaucoup plus lents, beaucoup plus calmes, voire même qui sont très bien dans leur poste et qui n'auront jamais envie d'évoluer. Et ben, ces personnes auront peut-être un peu moins ce côté flamboyant, star, etc. Mais ils sont tout aussi indispensables parce que ça va te donner une stabilité dans le temps et une prédictabilité aussi. Tu ne vas pas renouveler toute ton équipe tous les 2 ans. C'est clair. Donc, l'idée, encore une fois, c'est de mixer ces types de profils et de ne pas être ébloui que par les stars. Si tu as déjà 1 à 2 stars dans ton équipe, sur une équipe de 5, par exemple, bah, prends des gens qui vont être un peu plus stables et se satisfaire de rester à leur poste pendant un peu plus longtemps. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les nourrir tous pareil. Donc là, on en revient à comment tu détectes et comment tu les accompagnes au quotidien. La base, encore une fois, c'est la communication. D'où l'intérêt de commencer par le 10 pour savoir comment leur parler. Mmh. Ensuite, il faut être extrêmement transparent. Donc, on a des objectifs annuels qu'on revoit tous les trimestres. C'est des objectifs qui sont aussi bien du soft que du hard skills. En général, je donne toujours 1 à 3 objectifs de business pur, Mmh. un objectif esprit d'équipe, donc comment eux font en sorte que les autres se débrouillent mieux, et un objectif de développement perso. Et cet objectif de développement perso te permet déjà d'identifier ce que la personne veut pour elle. OK. Et ensuite, tu la fais évoluer. Et il faut surtout apprendre à accepter la personne qui te dit je veux ton poste dans 5 ans. Bah cool, parce que moi dans 5 ans, j'aurais clairement envie de faire autre chose. Ouais. Donc il n'y a pas de souci, on va te former pour ça. Et là, encore une fois, tu découpes avec des étapes hyper claires qui disent bon, ok, tu veux devenir moi dans 5 ans. Voilà, à mon avis, l'éventail de ce qui te reste à apprendre. Toi, fais-moi aussi ton éventail de ce qui reste à apprendre. Les trucs où on est d'accord, bon, bah, on va faire un plan. Les choses où on n'est pas d'accord, on va en parler. Et après, tu testes la personne sur ces sujets-là. Tu vas parfois la mettre dans le grand bain en lui laissant gérer un sujet de A à Z quand c'est des sujets pas ultra stratégiques ni ultra urgents, mais que tu as quand même envie que ça avance un peu. Tu le laisses se dépatouiller avec, tu vois comment ça avance. Ça te permettra Mmh. d'identifier les points sur lesquels il faudra accompagner. Il y en a d'autres qui seront plus à l'aise avec du step by step. Et là, tu leur débloques des niveaux de responsabilité petit à petit. Ouais, ça fait très jeu vidéo, c'est normal. Ouais. Et à un moment, il faut aussi être capable de dire que ça n'évoluera pas vers le haut. Il y a quelque chose que j'ai appris. Et encore une fois, je peux me tromper parce que je peux juste être très nulle, mais il y a des sortes d'étapes de développement qui ne s'apprennent pas, qui sont innées. Cette capacité à faire du stratégique, cette capacité à se projeter, malheureusement, ou alors j'ai pas trouvé les clés pour l'apprendre à quelqu'un. Tu peux le fake pendant assez Mmh. longtemps, tu peux lui donner des tips, de la méthodo pour qu'il fasse comme si, mais il y a forcément un moment où on va atteindre un genre de plafond de verre. Ouais.
Et ça, faut aussi être capable de passer ce message-là et d'expliquer que l'évolution vers le haut et vers la stratégie, parce que c'est un peu comme ça qu'on voit, tu es opérationnel, tu passes manager, tu passes directeur et du coup tu fais de la strat toute la journée et ta vie est trop cool et tu ne te réveilles plus à 5 heures du mat pour mettre l'électricité sur un salon. Ouais. Mais en fait, c'est pas ça l'évolution. L'évolution, ça peut être horizontal, ça peut être d'avoir de nouvelles cordes à ton arc, de passer du digital à l'événementiel, pourquoi pas, de passer de séquence email à Ops. Et quand tu expliques tout ça, ça passe beaucoup mieux que juste de dire non, tu n'évolueras jamais petit. Je Ouais, le OK. dire. Oui, c'est ce que tu dis, c'est que potentiellement, c'est pas forcément, l'étape d'après, c'est pas head of ou CMO, mais ça peut être effectivement de passer, d'un pôle à un autre, on va dire, en termes de compétences, quoi. Exactement. Très cool. Et on en revient à cette fameuse chose qui est le positionnement manager versus expert et le fait que je payais des gens experts beaucoup plus que des managers. Parce qu'encore une fois, c'est une expertise rare qui a de la valeur et que c'est tout aussi valorisable que de devenir chef de gens. Ouais, Et c'est d'ailleurs quelque chose qui me rendait folle avec les US. Là-bas, les managers se définissent majoritairement par la taille de leur équipe. En gros, il faut en avoir une grosse. ouais. Et avec le temps, plus ça va, moins j'ai envie d'en avoir une grosse, parce que c'est chiant de gérer des gens, c'est chiant de gérer beaucoup, beaucoup de gens. Donc j'en finis un peu avec une petite équipe agile, c'est beaucoup mieux qu'une grosse équipe. Et on avait énormément de débats philosophiques là-dessus, où t'es moins considéré si t'as moins de gens, et c'est horrible à dire. Ouais. Ouais, c'est clair, c'est bon, j'allais dire, c'est très américain en même temps, mais comme comparaison. OK et du coup, là, c'est vrai que je t'ai pas mal questionné sur la constitution d'une équipe et la gestion comme ça, mais après il y a des cas particuliers, du coup, aussi, où tu vas, hériter, du coup, d'une équipe, potentiellement, tu arrives CMO, tu arrives, enfin, voilà, où il y a d'autres sujets où tu vas hériter d'une équipe que tu as pas choisie. J'allais dire, comment est-ce que tu gères cet aspect-là? Alors, je l'ai eu plusieurs fois. Donc, comme je disais, la première grosse équipe est partie d'une équipe qui était déjà en place. J'ai également eu des équipes qui me sont arrivées dans les pattes par fusion-acquisition. Et là, on parle de grosse équipe puisque c'était 20-25 personnes à intégrer d'un coup au sein d'une équipe de 40 personnes à l'époque. Donc, c'est OK. quand même assez massif. Avec potentiellement quelqu'un j'allais dire, en plus, avec potentiellement quelqu'un qui était responsable de cette Oui, équipe-là et qui, du coup, se retrouve, chapeauté, quoi. oui, et qui a décidé de partir, justement. OK. Ce qui est souvent le cas, et parfois, c'est pas un mal. On va Ouais, c'est dire. peut-être mieux que d'avoir, que d'être 2 chefs de meute, puis d'en avoir un qui doit nécessairement s'écraser, quoi. Exactement, grosse galère. En général, toujours pareil, quand tu as une équipe déjà en place, l'essentiel, c'est pas de laisser tes préjugés discuter, c'est vraiment de les rencontrer. Quand j'ai pris justement l'équipe de 20-25 personnes, c'était tous des personnes basées en Angleterre. En Angleterre, tu peux virer les gens facilement, donc ils sont tous partis en mode PLS, on va se faire virer. OK. Non, là, j'ai appris que je prenais l'équipe le lundi, le mardi matin à 8 heures, j'étais à Londres, si tu veux, pour les rencontrer. Donc ils étaient nombreux, donc c'était des one-to-one de 15 minutes toute la journée, mais Ouais. juste pour les rassurer, dire non, on va pas te virer, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux pour toi demain. C'était vraiment que ça. C'était compliqué, j'avais beaucoup de notes hein, pour me rappeler de qui avait dit quoi exactement. Qui est qui, ouais, déjà. C'est ça, déjà, je connaissais pas du tout les gens, c'était perturbant. Je crois qu'il y en a deux que j'ai confondus jusqu'à mon départ 2 ans après, donc j'ai super honte de ça. Mais ça arrive, il faut l'accepter aussi. Dépasser les 60, je commence à avoir du mal avec les gens, à me souvenir de qui fait quoi. Ouais, ça fait des grosses équipes. Bah, puis après tu passes, j'allais dire pour le coup, tu passes un step où, tu plus en direct avec les gens non plus, puis du coup, tu vas être manager de manager et puis au final, enfin, c'est normal de moins connaître les gens en dessous. Enfin, oui et non, mais en même temps si, c'est quand même, tu plus avec tout le monde. C'est ça, j'assume complètement. Quand j'ai pas le choix, je suis vraiment trop nulle avec les noms et tout ça. Donc, Donc, du coup, l'intégration de cette nouvelle équipe, tu dis, t'as rencontré tout le monde, tu fais un point sur qui t'es, qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu voudrais aller, puis au final, tu les réintègres dans ton disque pour essayer de te refaire connaissance par rapport à ça, quoi. Exactement. Et puis d'identifier surtout par rapport aux gens qui étaient déjà en place, bah, les frictions. Est-ce qu'il y a des doublons de compétences? Est-ce qu'il y a doublons de compétences plus doublons d'ambition? Là, ça devient un peu plus compliqué parce que bon, bah, après, ça veut dire qu'il y aura des choix à faire. Mm. Et surtout, comment tu reconstitues une équipe avec les personnes qui sont là pour que tu n'aies pas. En fait, l'écueil, encore une fois, c'est de ne mettre que des gens que tu connais à des postes de responsabilité ou sur des sujets sensibles. Parce qu'encore une fois, tu les connais, donc tu prends pas de risque. Mm. Il faut accepter ton risque et accepter de te planter sur des gens que tu connais pas. Donc, première chose à faire, c'est ça, c'est vraiment de connaître les gens à fond, aussi bien leur personnalité, les sujets sur lesquels ils sont à l'aise et comment ils veulent évoluer. Une fois que tu as ça, tu peux donc vérifier que ton organigramme il est bon. Typiquement, quand je suis arrivée avec la toute première équipe dont je parlais, tu sais, les 5 personnes que je connaissais pas, et à partir de Mhm. laquelle j'ai construit toute l'équipe, la base, c'était vraiment de dire est-ce que chacun est bien à sa place. Et je me suis rendu compte qu'une personne n'était vraiment pas à sa place, elle était vue comme pas très bonne par les autres personnes, alors qu'elle faisait juste pas des tâches qui la mettaient en valeur.
C'était une personne qui aimait bien les tâches un peu répétitives, un peu simples, mais qui demande aussi de rester concentrée sur une longue durée. Et OK. elle était sur des sujets qui avaient rien à voir. Elle était sur sur de la relation et autres. Donc forcément, elle était malheureuse déjà et pas bonne ensuite. Ouais. Donc c'est de remettre chacun à sa place, d'identifier ensuite les trous que tu as et de repartir à partir de là. Et d'accepter aussi que ton organisation idéale ne soit pas la vraie, celle que tu vas avoir en face de toi, parce que les gens qui sont en place ont déjà des compétences. Et donc tu dois adapter ta stratégie aux compétences que tu as déjà. Si vraiment c'est pas possible, c'est à ce moment-là que tu dois envisager de te séparer de certaines personnes. Donc imaginons que tu es une équipe événementielle extrêmement développée, que toi tu veux passer sur du full self-service en digital. Bon, ok, là, va falloir regarder qui peut pivoter et qui n'en a pas envie et va devoir partir. Ouais. Mais la plupart du temps, honnêtement, tu t'en sors à peu près sans casse. Hein. On ne parle pas non plus d'équipes de centaines de milliers de personnes. Hein. Donc, Ouais. tu peux toujours OK. trouver des moyens termes. Lorsque tu récupères donc une autre équipe en plus de celle-là, c'est comment tu leur fais de la place dedans. Donc déjà, plusieurs problèmes. C'est si jamais tu nommes quelqu'un manager de quelqu'un qui te reportait avant en direct, bah Mmh. forcément, comment tu évites que la personne te bypasse son nouveau chef pour venir te voir. Donc ça, c'est un gros sujet. Donc accepter aussi, toi, de couper le cordon avec tes petits puisque tu les as donnés à quelqu'un, il faut accepter. Ouais. Et du coup, de ne plus leur répondre, de dire non, passe par ton chef, mets-le au courant, est-ce qu'un tel est là, toujours inviter le nouveau chef dans les réunions, etc. C'est des bonnes habitudes à prendre. Mmh. La deuxième chose, c'est accepter aussi d'avoir une équipe de direction qui change, quitte à faire Mmh. grincer des dents. Donc, en général, ce que je fais, c'est je prends des personnes en plus. Je ne supprime pas des personnes qui sont déjà en poste chez moi, en qui j'ai confiance. Je rajoute juste de nouvelles personnes et en général, le temps, les réorgs font leur œuvre et chacun retrouve sa place assez naturellement. OK. Mais il vaut mieux avoir un peu trop de personnes en direct au début. Typiquement, j'ai pu monter à 8 ou 10 personnes en direct, 8 ou 10 managers en direct sous moi. Ouais. Mais au moins, ça permet d'avoir une vue d'ensemble et de rien rater. Donc ça, c'est important. Essayez aussi de casser le moins possible ce qui se passe. Donc une personne dans ton équipe peut changer soit de manager, soit de fonction, soit de scope, mais pas deux ou pas trois. OK. Donc vraiment, c'est ça, c'est fonction, manager ou scope. Si tu la changes de manager, elle garde son taf. Si tu la changes de scope, non, pardon, si elle garde son scope, tu peux changer son manager. Enfin, voilà, bref, t'as compris le truc. Ouais. Tu changes pas tout en même temps. OK. Et de prendre un temps avant de décider de demander à des personnes de partir. Parce que souvent on me dit, tu fusionnes, donc vire-moi Fais le 10 personnes. ménage. Ouais. Et la bonne réponse, c'est non, pas tout de suite. Et tu te prends bien 2-3 mois pour te faire un avis et définir en effet s'il y a des doublons ou pas. En règle générale, surtout dans des boîtes qui évoluent, on va te demander de te séparer de personnes, mais en fait c'est un peu débile, puisqu'il faudra que tu les réembauches l'année d'après. Ouais. Donc si tu identifies des bonnes synergies, c'est à toi aussi d'aller au turbin et de dire bah non, je les vire pas parce que l'année prochaine on va faire ça, ça, ça et ça. Donc oui, on a un peu de doublon, mais c'est l'affaire de 3 mois. Et embaucher quelqu'un dans 6 mois, entre la personne qui part et tout ça, ça nous reviendra plus cher. Ouais. Donc allons-y. OK, c'est là aussi que du coup, faut remettre un peu le bleu de chauffe et puis, faut jouer son rôle, quoi. Et c'est ce qu'on oublie beaucoup. On en revient à quand tu es opérationnel, tu es en charge de ton taf. Quand tu passes manager et encore plus manager de manager, tu deviens vraiment la personne qui va gérer les budgets, les gens, les bisbilles avec les autres équipes et qui va devoir garder la feuille de route en tête en permanence. Ouais, j'allais t'en as parlé un petit peu du coup, de cet aspect manager de manager dans tu as dit deux trois trucs. Comment est-ce que tu gères du coup cette transition peut-être de manager d'opérationnel à manager de manager? Il y a deux trois points clés comme ça que tu as envie de mettre en avant? Oui. Ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, opérationnel, tu gères des trucs. Ça, c'est Ouais. facile. Manager de personnes, ça reste assez facile puisque tu as cette proximité avec les gens, c'est des opérationnels, donc c'est hyper jouissif de les voir grandir, monter en compétences, leur donner des nouveaux sujets, et tu gardes encore la main sur l'ensemble, parce que tu sais encore ce qui se passe chez tout le monde, puisque les gens Ouais. t'en parlent directement. Quand tu deviens manager de manager, déjà, il y a une perte de contrôle, mais claire, parce qu'en fait, quand tu donnes des ordres, tu ne dis pas à quelqu'un ce qu'il doit faire. Tu dis à quelqu'un de dire à quelqu'un d'autre peut-être ce qu'il va faire. Donc, entre Ouais. l'info qui se perd, la mauvaise volonté, les urgences, etc., il y a moyen que ça soit extrêmement dénaturé avant d'arriver à l'opérationnel final. Donc extrêmement important de garder des canaux de communication, de renforcer les communications directes et indirectes à mort. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire des meetings d'alignement entre équipes très souvent. Donc chacun a ses rituels. Généralement, tu as un monthly où tu partages les gros sujets, etc. Mmh. Un rituel très clair aussi avec tes managers, de façon à ce que chacun sache en temps réel ce qui se passe dans chaque équipe. Apprendre ce qui est un détail de ce qui est un sujet important que tu as déjà commencé à apprendre lorsque tu es devenu manager tout court. Ouais. Mais là, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont du détail et tu t'en rendais pas compte en vrai. OK.
Et surtout avoir de la doc. Parce que l'important, c'est pas de savoir, c'est de pouvoir trouver l'info facilement. Donc si tu t'es foiré sur la création de ta doc jusque-là, ce n'est plus une option. Un exemple tout bête, tu me demandes combien il y a d'événements en Europe prévus l'année prochaine, je suis là, laisse-moi 2 secondes, tableau, ok, il y a 82 événements qui sont prévus, dont 30 en Allemagne et 10 en France. Ouais. C'est ça qu'on me demande en fait. Donc il faut que tu sois hyper clair et les gens doivent être hyper carrés sur le fait de remplir les docs. Et là, du coup, on en arrive à un sujet un peu connexe qui est les gens que tu prends au début sont pas forcément les meilleurs gens pour cette étape-là. Parce que les Ok. gens qui sont un peu fonceurs, ils aiment pas faire de la doc. Ils foncent, ils vont tester des trucs, ils sont contents, mais ils vont te le dire vite fait à l'oral et encore s'ils y pensent, et puis ce sera fini. Là, il va falloir commencer à structurer ton équipe avec des gens qui justement aiment la data, aiment avoir peut-être moins de projets en même temps à gérer, mais vont les faire mieux, plus proprement et avec de la doc. Ok. Donc ça, c'est voilà. Deuxième chose qui est très importante, c'est de garder une implication forte sur les sujets stratégiques. Je me suis rendu compte que je m'étais foiré quand il y avait un sujet qui me tenait très très à cœur. Donc j'en parle, à l'époque c'était mon directeur de la com, et il me dit ouais, on sait que c'est hyper important, on te présente un truc. Non, vous me présentez pas un truc, je veux le faire avec toi. Non, mais les gens ils vont stresser, ça te va si on te montre un truc? Non, non, Ouais. je veux être impliqué. Donc garder cette posture implication dès le début et pas la lâcher, parce que c'est très compliqué de retourner dans les projets, les gens vont prendre ça comme du flicage. Ouais. Alors que si on y est, si on est dès le début, ça aide. J'ai testé aussi pas mal de choses qui sont par exemple des squads où tu prends des gens d'expertise variés de différents départements, tu les mets ensemble sur des projets un peu cross. Ouais. Là, ça ne marche pas. D'accord. D'ailleurs, je n'ai pas réussi, ce qui est aussi vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, chacun a un manager qui a donc pas forcément les objectifs du squad, qui voit ça un peu d'un mauvais œil. On en revient sur ton implication, ton bypass en tant que manager, Ok. et ils sont pas forcément moteurs. Donc maintenant, j'ai compris. En fait, ce que je fais, c'est un de mes managers porte le projet et c'est lui qui se démerde avec son squad. Ça marche Ok. beaucoup. Ouais, effectivement, ce que tu dis, c'est que du coup, là, pour le coup, si tu veux enfin, faudrait presque faire des squads, mais où il y a plus de manager au-dessus, enfin, où les gens qui sont dans l'équipe n'ont plus leur manager intermédiaire, qui sont en direct, enfin, qui sont vraiment indépendants pour pouvoir mener les projets, quoi. Et ça, les managers, ils les aiment pas. Ils Ouais. aiment pas, donc ils t'aident pas, donc les personnes, elles sont chargées de taf, donc ça voit jamais le jour et c'est ralenti. Si tu donnes ça comme mission principale à une équipe, ça aide, même si c'est Ok. pas full scope. Donc c'est un peu bizarre. Ah, une autre fonction qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là, c'est j'ai vraiment pris une assistante, enfin une assistante. C'est pas une assistante du tout, hein, mais c'est une personne qui faisait tous les sujets transverses dont j'avais besoin, donc qui gérait le budget, qui gérait les outils en interne, qui gérait les réunions en interne, enfin, un peu quelqu'un qui va vraiment s'occuper de l'animation de la vie de l'équipe au jour le jour. Ok. Tu peux, donc, des sujets sérieux, mais des sujets débiles. À un moment, on a fait un concours de qui fera le meilleur Baby Yoda en pâte à modeler. Elle s'est quand même fait chier à envoyer des pots de pâte à modeler vertes à plus de 50 personnes, et chacun a fait des petits de son Baby Yoda en pâte à modeler. C'est là qu'on se rend compte que tout le monde n'a pas un sens inné pour le design. Non, mais c'est vrai que la compétence manuelle, c'est pas inné. Ça se travaille, c'est clair. Ok, donc du coup, au final, t'as dit pas mal de choses. Donc, structurer les process avec de la doc pour pouvoir reporter aussi facilement et puis accéder facilement à l'information. Ça, c'est ne pas bypasser les managers, donc accepter de couper le cordon avec ceux que tu avais avant pour du coup respecter au final la hiérarchie et aussi bah, toi te dégager du détail au final peut-être aussi qui pouvait être remonté par des relations parasites. Et puis quand il y a des projets qui sont stratégiques, t'impliquer dès le début pour que ça fasse pas flicage si tu reviens après dans les projets quoi. Exactement. Et la vraie leçon de tout ça, c'est quand tu es manager de manager, tu gères des merdes toute la journée. C'est-à-dire que quand les problèmes arrivent chez toi, ils sont en général gros, parce que sinon les gens, ils les gèrent tout seuls. Donc il Ouais. faut aussi accepter que tu gères pas plus trop de fun. Sauf si, encore une fois, tu gardes ton implication forte sur des sujets, donc encore plus important. Mais il faut accepter ça. Tu ne fais plus grandir des gens, t'as plus ce petit côté jouissif au quotidien, parce qu'en général, bon, tes directeurs et tes managers, tu les fais grandir, mais c'est quand même pas vraiment pareil. Mhm. Et surtout, tu as une relation qui est plus dure parce qu'eux vont beaucoup venir te voir pour te réclamer des gens et de la thune. Ouais. Logique. Alors que les opérationnels, eux, en général, ils s'en fichent, ils arrivent avec des problèmes en mode la base de données marche pas, qu'est-ce que je fais? Ouais. Ok. Oui, c'est ça. Donc, quand t'es manager d'opérationnel, on t'aime bien et puis Oui. c'est sympa. Et quand t'es manager de manager, on t'aime pas et puis t'es le flic, quoi. C'est ça. Il faut accepter aussi, ce qui est pas dérangeant, ça peut être sympa Faut parfois. le savoir, voilà. Comme tu dis, faut le savoir, faut l'accepter. Très cool. Bah, écoute, merci pour tout ce partage d'expérience. Et moi, j'aime bien terminer toujours en disant un petit peu, parce que là, on parle de bonnes pratiques, même si au final, les bonnes pratiques, tu nous as partagé pas mal de trucs qui ont posé problème et que t'as appris un peu à la dure. Mais c'est quoi, toi, tes challenges marketing, du coup, du moment?
En ce moment, on va dire, j'en ai 3. La première chose, c'est que SkillUp, l'entreprise dans laquelle je suis, c'est du logiciel RH, SaaS, sur la gestion des talents, donc formation, entretien, compétences, people review, Mmh. qui va se lancer à l'international, donc préparer OK. l'international avec tout ce que ça veut dire derrière. Mon deuxième challenge, c'est qu'on est une boîte traditionnellement très digitale, start-up, mode pas de pognon. Et là, on veut établir l'événement comme un vrai relais de croissance, donc un peu de travail à faire. OK. Événement et communauté. Et le troisième, c'est le Sales Enablement. Donc, équipe qui se grossit, qui se structure, demande évidemment plus de contenu pour les sales et plus d'accompagnement quotidien des sales. OK, très cool. 3 sujets, j'avais 3 sujets pour 2 prochains épisodes alors presque. Mais, c'est vrai que tu vois l'international, enfin, j'allais dire pour le coup, tu l'as déjà abordé, donc j'imagine que tes problématiques sont plus forcément les mêmes, mais, j'en ai déjà parlé aussi plusieurs fois sur le podcast avec des CMO. C'est vrai enfin bon bref, c'est une problématique qui revient souvent aussi, quoi. De toute façon, Et puis, on sacralise beaucoup ça, c'est l'international avec des grands yeux, en mode pour faire ta série B, il faut que tu ouais, montres que tu au moins un client dans un autre pays. En vrai, non, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. non, écoute, on en reparlera à l'occasion alors. Très cool. Bon, bah, écoute, encore une fois, merci pour tout ça. Si tu devais résumer notre échange, c'est quoi le conseil que tu mettrais en avant, du coup, pour un jeune CMO Head of qui s'apprête à affronter tous ces challenges-là? Alors, j'en aurais 2. Le premier, c'est de ne pas se tromper d'équipe. Sa première équipe, quand on est CXO, justement, c'est Ouais, l'équipe des C. Donc, sa première équipe, c'est pas même pas la fidélité qu'on doit à ces gens et tout ça. La première équipe, c'est vraiment l'équipe qui décide. C'est cette équipe qui doit être extrêmement alignée et qui doit OK. s'assurer que la boîte avance bien. Ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil, c'est qu'on fait toujours les priorités dans cet ordre-là: le budget, l'équipe, les axes stratégiques et seulement tout le reste. Je vois beaucoup de gens qui disent j'ai pas le temps de recruter, je fais mes actions marketing au quotidien, ou je passe 2 minutes sur mon budget parce que j'ai pas le temps. Non, non. Mmh. Si on n'a pas de thunes, on fait rien. Donc tout le temps nécessaire, on le met sur le budget, quitte à supprimer tout le reste. Une fois qu'on a sécurisé le budget, on sait comment on peut constituer l'équipe. Est-ce qu'on prend des freelances, est-ce qu'on prend des agences, est-ce qu'on fait tout en interne? Donc là, c'est l'équipe. Et toujours pareil, on annule tout si c'est pour faire un entretien d'embauche avec quelqu'un qui est prometteur. OK. Ensuite, les axes stratégiques pour la boîte. Donc encore une fois, les 2 à 3 dont on s'est parlé au début. Et seulement après tout le reste. OK, super intéressant. Bah, écoute, merci pour tout, Selma. J'allais dire, s'il y a des petites questions pour toi, on peut te trouver, tu du côté de LinkedIn? Oui, Comme c'est surtout LinkedIn, c'est le mieux. tous les marketeurs, B2B. Enfin, comme quoi tous les professionnels, j'allais dire pour le coup, je pose la question, mais c'est vrai que ça reste le réseau, à ne pas manquer. Ça marche. Bon, bah, écoute, encore une fois, merci pour tout ça et puis, bah, maintenant, il me reste, à te souhaiter une bonne journée. Bonne journée, merci. Salut. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà, merci beaucoup et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.